Bonjour à toutes et à tous. On est en Suisse, donc on va essayer de commencer à l'heure. Enfin, moins de 2 minutes de retard, sinon on doit s'excuser. Euh, donc c'est un... Ah oui, je dois dire qui je suis. Alors, je m'appelle Hugo Duminier-le-Copain. J'aime les mathématiques depuis mes 17 ans. Tout va bien. Non, je suis le co-directeur du GEM, donc le Genève Évasion Mathématique, qui organise différentes activités de médiation scientifique. Vous avez un seul job à faire durant cet exposé, à part profiter bien sûr de l'exposé, c'est de scanner 2 QR codes. Le premier va être à droite, voilà, c'est pour vous abonner à la newsletter. Après, vous pouvez nous mettre dans les spams, ce n'est pas grave, juste abonnez-vous. Et celui de gauche, il est plus intéressant, c'est pour ce soir, c'est pour poser des questions. Donc vous scannez et comme ça, vous pouvez poser les questions. Il y aura un temps pour les questions après l'exposé et en particulier aussi pendant l'échange avec Pascal Schiarani. Et je vous encourage du coup à le faire. Ça réapparaîtra après, mais si vous l'avez scanné dès maintenant, vous n'avez plus à le faire pendant l'exposé. Donc l'exposé de ce soir va être fait. On est très très heureux de recevoir Jean-Baptiste Aubin, qui est un hyperactif de la médiation scientifique, enfin de façon générale d'un peu tout. Donc maître de conférence à Lyon, thèse en 2005 en statistique. Donc on est totalement complémentaires en termes de maths, parce que ouais, les stats ça fait 10. Alors il n'a pas une double mais une triple vie, dans le sens que donc il est chercheur, il est enseignant, et aussi il a cette fameuse boss de la médiation scientifique. Il fait des tonnes de choses là-dessus. Il a été directeur d'un lieu que j'aime énormément qui s'appelle la Maison des Maths et de l'Informatique à Lyon, la MMI. Et je peux vous dire que c'est un job à temps plein, voire plus, de 2016 à 2019. Il a été commissaire aussi d'une exposition, comme par hasard, qui fait un peu le tour de la France. Donc elle a commencé à la MMI. Aujourd'hui, elle est au musée des mathématiques, la Maison Poincaré à Paris. C'est un spécialiste de maths et magie. Donc si votre portefeuille disparaît pendant l'exposé, regardez par là, ce sera lui probablement. Mais ce ne sera pas le sujet de cet exposé. Il y aura un tour de magie. Peut-être. Alors peut-être que vous aurez le droit à de la magie si vous êtes gentil. Donc il faut rire aux blagues, il faut applaudir quand il faut, et vous aurez le droit à de la magie. En 2022, il a coécrit avec Antoine Roland Comment être élu à tous les coups. Donc un super pouvoir qu'on recommande seulement à certaines personnes. Voilà, malheureusement, je peux dire que c'est un peu négativement corrélé avec les gens qui sont au pouvoir en ce moment. Et donc c'est un peu une évidence de l'inviter dès la première année, hein, parce que vous savez que c'est la première année de ce cycle. Ça continuera l'année prochaine, c'est pour ça qu'il faut s'abonner à la newsletter. On fera ça peut-être moins les jours où il fait beau. On va essayer de corréler ça avec la pluie pour essayer de maximiser l'audience et décorréler ça avec les exposés de physique aussi. Donc merci beaucoup d'être venu. Profitez. Vous allez voir, c'est vraiment un orateur exceptionnel et on va se régaler. Jean-Baptiste, je te laisse la parole. Bon alors tout d'abord, merci d'être venu là, malgré le beau temps. Merci surtout à toute l'équipe de Genève Évasion Mathématique pour l'invitation. Et puis c'est vrai, on est complémentaires, tu as eu la médaille Fields, moi pas, donc ça s'équilibre, c'est cool. Et puis donc voilà, bon, je vais donc vous parler de mode de scrutin. Alors, comment être élu à tous les coups, évidemment c'est une boutade, hein, on ne peut pas vraiment être élu à tous les coups quand on se présente. Cependant, on va quand même... je vais quand même vous présenter des travaux qui allient un peu la théorie du choix social, donc c'est la théorie des modes de scrutin, et les mathématiques. Donc ce travail, je l'ai réalisé avec des chercheurs en France, avec Irène Ganaz, Samuel Alléoni, Antoine Roland et Léo Dor. Et donc on va commencer par se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on parlerait de mode de scrutin, hein? C'est vrai que c'est une question un peu étrange. Après tout... on n'a pas tendance, au moins en France, à se la poser si souvent. Et puis, dans un deuxième temps, je vous convierai à une sorte de petite promenade au milieu de l'univers des modes de scrutin, en commençant par les modes de scrutin qui se basent sur des ordres de préférence, et puis ensuite, pour aller vers des modes de scrutin qui se basent sur des évaluations. On va demander aux votants, qui vont devenir des notants, de donner une note à tous les candidats. Très bien. Alors, pourquoi parler des modes de scrutin ? En tant que Français moyen,
J'ai cru pendant très très longtemps que la démocratie, ça voulait dire à quelque chose près élection, bon, alors, sauf peut-être les Grecs anciens qui faisaient un peu de tirage au sort, mais ça ne comptait pas vraiment. Et puis quand on disait élection, ça voulait dire scrutin majoritaire à 2 tours. Enfin en France en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas ici, on en parlera après avec Pascal, mais en France c'est comme ça que ça marche. Bon. Et puis on ne remet jamais vraiment ça en cause. Et c'est assez étrange de penser qu'un outil qui a été introduit en 1962 par le général de Gaulle continue à être utilisé comme ça aussi largement, sans remise en question. C'est quand même quelque chose qui est assez important, parce que c'est comme ça qu'on mesure l'expression des citoyens. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. À titre de comparaison, en 1962, l'ordinateur le plus puissant du monde, il a 5 mégaoctets de disque dur, quoi. Il y a eu des avancées qui ont été faites. C'est pareil pour les modes de scrutin. Il y a des avancées qui ont été faites, et j'ai l'impression qu'on utilise un téléphone portable d'il y a 15 ans et que ça ne nous dérange pas, quoi. Enfin bon, bref. Bon. Donc tout ça pour dire que je fais un petit zoom sur le scrutin majoritaire à 2 tours, parce que d'habitude, cet exposé, je le fais plutôt en France, mais voilà. Et ce qu'on peut tout de suite voir, c'est qu'en effet, il ne fonctionne pas si bien que ça. Et ça peut venir du fait que quand on utilise un scrutin majoritaire à 2 tours, en fait, on va lui donner pas tant d'essence, de carburant que ça. Pourquoi? Parce qu'on va perdre une large partie de l'information que les votants ou les votantes auraient. Par exemple, si vous votez pour quelqu'un, vous ne savez pas trop si vous donnez votre voix par défaut ou si vous aimez vraiment ce candidat. Vous votez toujours pour lui. Et puis, en fait, tous les autres candidats, on va avoir 0 information. Vous les appréciez ou pas, ces autres candidats? Avec le scrutin majoritaire à 2 tours, on ne sait pas. Et la conséquence de ça, c'est qu'il ne va pas très bien fonctionner. Il va être sensible à plein de paradoxes. Le premier, celui qui personnellement me casse le plus les pieds, c'est le vote utile. Par exemple, moi, généralement, quand je vais voter, je sais que je ne vais pas voter pour la personne, le candidat que j'aime le plus. Parce que peut-être que ce candidat-là, il n'a aucune chance de passer au second tour. Pourquoi perdre ma voix? À ce moment-là, je vais plutôt voter pour quelqu'un qui a des idées pas très éloignées des miennes, mais qui a plus de chances de passer. Et je trouve que c'est bizarre d'utiliser un système qui pousse les gens à pas être honnêtes, en fait. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Bon, il y a d'autres paradoxes sur lesquels on reviendra après, qui affectent ce scrutin majoritaire. Mais voilà. Mais en fait, en attendant, les conséquences, alors le mode de scrutin n'est pas la cause de tous les maux, mais en fait, peut-être que ça peut contribuer à une certaine défiance des électeurs, et pourquoi pas contribuer à la crise de la démocratie représentative telle qu'on la pratique par chez nous. Voilà. Mais en fait, là j'ai peut-être été un peu vite en faisant ce zoom sur le scrutin majoritaire à 2 tours, je ne vous ai même pas dit ce que c'est qu'un mode de scrutin. Bon, vous vous en doutez, un mode de scrutin, qu'est-ce que c'est? D'une certaine façon, on peut le voir comme étant une fonction, et alors ça, les mathématiciens, ils aiment bien les fonctions, qui prendrait pour argument les préférences des votants et qui rendrait le nom d'un candidat qui serait élu. Très bien. Maintenant, ils ne vont pas tous fonctionner pareil. Comme j'en ai un petit peu parlé précédemment, il y a des modes de scrutin qui vont prendre comme argument les ordres de préférence qu'ont les votants sur les candidats, typiquement le scrutin majoritaire à 2 tours, et puis il y en a d'autres qui vont demander aux votants de noter les candidats et donc de donner des évaluations. Bon, très bien. Commençons par nous intéresser aux modes de scrutin les plus classiques, ceux qui sont utilisés le plus largement, c'est les modes de scrutin qui sont classés sur des ordres de préférence. Alors vous en connaissez certainement plusieurs. Il y a le plus facile, le plus basique, le scrutin majoritaire à 1 tour. On va demander à chacun des votants de donner sa voix à l'un des candidats, et le candidat qui a le plus de voix, il est élu. Très bien. Après, on a le non moins classique scrutin majoritaire à 2 tours. À ce moment-là, on va voir les 2 candidats qui ont le plus de voix au premier tour, et ils vont faire un duel en tête-à-tête. Mais il en existe d'autres. Il existe par exemple le scrutin de Borda. Alors Borda, il était chevalier, je crois, c'était en 1770, juste avant la Révolution française. Et lui, son idée, elle est attrayante. Pourquoi? Parce qu'il va se baser cette fois sur tout l'ordre du classement que vont faire les votants sur les candidats. On ne va pas se restreindre au premier choix et au deuxième choix. Lui, ce qu'il va dire, c'est que si un votant donne sa préférence à un candidat, ce candidat, il devrait avoir D-1 point, où D, c'est le nombre de candidats à l'élection.
En gros, on va lui donner autant de points qu'il y a de candidats en dessous de lui. Et ainsi de suite. Et le dernier candidat, celui qui déteste le plus, il aura 0 point. Et on va faire la somme comme ça sur tous les candidats, et celui qui aura le plus de points, il sera élu. Ça, c'est la méthode de Borda. Et puis, un contemporain de Borda, c'est le marquis de Condorcet, qui lui va proposer une autre méthode. Il va dire, on va faire des duels en tête-à-tête entre tous les couples de candidats possibles, et si jamais on trouve un candidat qui bat tous les autres en tête-à-tête, alors là, quand même, il serait raisonnable de l'élire, celui-là. Et ça, c'est la méthode de Condorcet. Très bien. Alors, passons à un petit exemple concret. On va supposer qu'on a une élection. On va avoir 27 votants qui vont se répartir suivant le tableau suivant. Alors, comment est-ce qu'il se lit, ce tableau? Eh bien, il se lit... Ah, c'est là. Vous allez voir. Là. Là, on a 5 votants dont l'ordre de préférence sur les candidats, c'est celui-là, A, B, C, D. Et puis, on en a 4 qui sont à peu près d'accord, sauf qu'ils mettent C devant B. Et puis, on en a 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la question que je vous pose, c'est... Alors, si on utilise un scrutin majoritaire à un tour, qui va être élu? Vous avez peut-être une idée? Ouais? D, hein? Ouais, ça semble raisonnable. Parce que si on prend un scrutin majoritaire à un tour, on va avoir A qui va avoir 9 voix, ceux du groupe 1 et du groupe 2, D qui va avoir 10 voix, et puis 8, C qui va avoir 8 voix. Bon, donc, en effet, si on fait ça, c'est D qui est élu. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on utilise un scrutin majoritaire à 2 tours? Ce qui va se passer, c'est que les 8 malheureux qui avaient C comme candidat préféré, C, il n'est pas qualifié pour le second tour, donc ils vont devoir faire un report de voix. Et là, vous voyez qu'ils reportent tous leurs voix sur A, qui va donc battre D. Si on continue et que maintenant on s'intéresse au compte de Borda, au scrutin de Borda, eh bien de façon assez étrange, ça va être B qui va être élu cette fois. En fait, ce n'est pas si étrange. B, il avait 0 voix avec les scrutins majoritaires. Pourquoi? Parce que B, c'est le candidat préféré de personne. Voilà. Par contre, il est super consensuel, B, parce que la plupart des gens vont le classer juste deuxième. Et ça va lui permettre d'avoir beaucoup de points dans le classement de Borda, parce qu'il a beaucoup de candidats derrière lui à chaque fois. Donc, il va avoir le plus de points, et il va être élu. Et à votre avis, si je vous demande, avec le scrutin de Condorcet, qui va être élu? Ouais, vous l'avez déjà vu, c'est ça? Non? Ok. Ouais, et c'est C, en effet, qui va battre tout le monde en tête-à-tête, alors de peu à chaque fois, mais voilà. Et en fait, là, vous avez une illustration du fait qu'avec des préférences qui sont rigoureusement identiques, vous allez pouvoir élire n'importe lequel des candidats suivant le mode de scrutin que vous choisissez. Et la moralité, si on veut, c'est que le choix du mode de scrutin, il est tout sauf anodin. C'est-à-dire que, très clairement, si vous choisissez, par exemple, le mode de scrutin de Borda, vous allez privilégier des candidats qui sont consensuels, qui sont tout le temps en haut du classement. Vous vous en fichez qu'il soit le premier choix de quelqu'un, mais vous allez avoir des candidats qui sont élus, qui sont consensuels. Si par contre, vous choisissez plutôt un scrutin majoritaire dans votre élection, alors là, ce ne sera pas grave si ces candidats ils sont détestés d'une partie non négligeable de la population. Regardez A ou D, on les retrouve très souvent en dernière position. Mais comme ils ont un support très fort d'une forte minorité, on va dire, ils vont être élus. Et moi, j'ai l'impression que le choix du mode de scrutin, il influe très fort sur la vie civile, beaucoup plus qu'on ne croit. Déjà parce que, évidemment, ils vont changer les vainqueurs des élections, mais à mon avis, les candidats, sachant qu'ils vont être élus avec un mode de scrutin ou un autre, vont évidemment s'adapter à ces modes de scrutin. Et bon, en tout cas, c'est une hypothèse. Je pense que les modes de scrutin ont un rôle important à jouer dans l'expression de la démocratie. Bon, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Alors, la question suivante qui se pose, c'est OK. Alors là, c'est une référence que vous n'avez peut-être pas tous. Là, mais voilà. Oui. Les modes de scrutin sont tous différents. OK, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre? D'autres, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un
bon mode de scrutin. Alors c'est une référence à un sketch des Inconnus qui définissait qu'est-ce qu'un bon chasseur. Par rapport à un mauvais chasseur, c'était un peu la même chose. Enfin, bon, là, ça pourrait être un peu la même chose aussi. Qu'est-ce qu'un bon mode de scrutin? Et à cette question délicate, eh bien, les chercheurs, au XXe siècle, les économistes, ont proposé quelques propriétés très très simples que les bons modes de scrutin devraient tous avoir. Et vous allez voir, ce n'est vraiment pas des propriétés compliquées. Les 4 propriétés qu'un bon mode de scrutin doit avoir, et là vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, la première c'est l'universalité, c'est-à-dire que tout ordre de préférence d'un votant sur les candidats est acceptable a priori. On n'a pas le droit de préférer C à B, enfin de ne pas préférer C. Vous avez compris, quoi. Tous les ordres sont acceptables, ça semble raisonnable. Unanimité, si tous les votants préfèrent un candidat à un autre, bah, ce serait bien qu'il soit classé au-dessus. C'est chouette aussi comme propriété, moi j'aime bien. La troisième, indépendance vis-à-vis des alternatives tierces. Alors celle-là, elle est un tout petit peu plus rigolote, juste dans le nom, parce que sinon elle n'est pas trop dure à expliquer. Le classement relatif de X et Y ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'un autre candidat dans l'élection. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais utiliser l'analogie de la boulangerie chère à mon collègue Antoine Roland, qui l'explique toujours comme ça. Vous vous présentez devant une boulangerie. Et puis, vous allez voir la boulangère et vous lui demandez ce qui reste, et elle vous dit, il me reste un croissant et un pain au chocolat. Alors vous réfléchissez longtemps, mais comme il y a du chocolat dans le pain au chocolat, vous dites, bah, je veux pas un pain au chocolat. Et là, elle vous regarde et vous dit, attendez, il me reste une tarte aux fraises. Et vous faites, ah, il vous reste une tarte aux fraises, donnez-moi un croissant. Et là, non, mais, ouais. Et là, vous dites, non, un mode de scrutin qui fonctionne comme ça, on n'aimerait pas trop. Bon, non, on n'aimerait pas trop. Alors, on rigole comme ça, mais en 2007, si on avait demandé aux Français, vous préférez Bayrou ou Sarkozy? Bah, les Français, ils auraient fait, bon, on préfère Bayrou. Et puis là, si on leur dit, ah, attention, il me reste une petite Ségolène Royal, ah bah, là, on préfère Sarkozy, là. On dit, oh. Eh ben, c'est ça. C'est le scrutin majoritaire à 2 tours. Le scrutin majoritaire à 2 tours, il ne vérifie pas cette hypothèse d'indépendance vis-à-vis des alternatives tierces. Alors là, j'ai un peu caricaturé, c'est-à-dire que c'est peut-être pas si choquant qu'au point de vue d'une population, on ne soit pas complètement transitif ou cohérent complètement par rapport à nos choix, ce qu'on devrait être de façon... Quand on raisonne tout seul, mais bon, en tout cas, cette propriété, elle n'est pas vérifiée par le scrutin majoritaire à 2 tours. Et la deuxième propriété, qui est quand même super restrictive, c'est qu'on ne veut pas que ce soit une dictature, et on ne veut pas qu'un votant décide pour tout le monde. Bon, ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce set de propriétés, il me semble tout à fait raisonnable et pas trop compliqué à atteindre. Et bien, figurez-vous qu'en 1951, un certain Kenneth Arrow, économiste de son État, a démontré qu'il n'existait pas de procédure d'agrégation d'ordre de préférence, donc de mode de scrutin, vérifiant simultanément l'universalité, l'unanimité, l'IIA, et qu'il ne soit pas une dictature. En d'autres termes, il y a un gars, il y a bientôt 75 ans, qui a démontré qu'il n'y avait pas de bon mode de scrutin, mathématiquement parlant. Et ça, c'est... Bah, pendant longtemps, ça a été un petit peu désespérant pour les démocraties, je ne sais pas. Et pour la petite histoire, cette conférence, en fait, j'ai commencé à la donner à peu près sous le Covid, quoi. Et j'étais en visio, et à ce moment-là, j'avais une slide qui disait est-ce qu'il y a de l'espoir? Et bah non, il n'y a pas d'espoir. Kenneth Arrow a démontré qu'il n'y a pas de bon mode de scrutin. Et je me souviens que la personne qui organisait m'avait coupé la parole à ce moment-là. Elle a dit bon bah c'est fini. Et donc j'avais dû me battre pour revenir, mais ça avait été compliqué. Donc heureusement là, c'est plus comme ça. Donc non. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que ici, et là je suppose que s'il y a des profs de maths ou des mathématiciens dans la salle, il en existe. Hein. Donc, vous savez que les hypothèses, c'est super important. Et ici, les hypothèses, c'est que ce théorème, il concerne juste les modes de scrutin qui sont basés sur des ordres de préférence. D'accord? Et donc, pour sortir de ce théorème, une des possibilités, eh bien, c'est de ne plus vérifier cette hypothèse et donc d'essayer de faire fonctionner nos modes de scrutin, non plus sur des ordres de préférence, mais par exemple des évaluations. Et donc ça tombe bien, c'est justement ma seconde partie, donc ça c'est quand même bien fait. Et donc voilà, donc maintenant je vais vous parler donc des modes de scrutin basés sur les évaluations. Alors,
quel genre de mode de scrutin on pourrait faire fonctionner dans un monde ou dans une élection où chacun d'entre nous, on noterait, par exemple, on donnerait une note entre 0 et 20, par exemple, à tous les candidats. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour déterminer quel est le candidat vainqueur? Vous avez peut-être des idées, oui, enfin, avec le slide, c'est plus facile. Mais voilà, alors, peut-être que le plus simple, c'est peut-être le vote par approbation. Alors, le vote par approbation, l'échelle des notes est très simple, hein. Vous avez 0 ou 1. En d'autres termes, pour chaque candidat, vous allez dire si vous donnez votre approbation ou pas. D'un point de vue pratique, ce serait super simple à mettre en place, c'est-à-dire que dans chaque bureau de vote, vous arriveriez et vous glisseriez dans votre enveloppe autant de candidats que ceux que vous voulez approuver. Et puis à la fin, on compterait le nombre de bulletins candidat par candidat, et celui qui a le plus de bulletins, il serait élu. Super simple, tout le monde comprendrait, et le gros avantage, c'est qu'on est passé de modes de scrutin basés sur les ordres à des modes de scrutin basés sur des évaluations. Et ça change tout. Parce que si aucun des candidats vous plaît, vous mettez zéro bulletin dans l'enveloppe, et si tous les candidats vous plaisent, vous pouvez mettre tous les noms des candidats si vous voulez. Et vous avez beaucoup plus d'informations. Vous savez maintenant si c'est par défaut ou pas que vous votez, quoi. Enfin, une autre possibilité, si cette fois vous avez une échelle peut-être un petit peu plus large de notes, c'est le jugement majoritaire, qui est vachement à la mode en ce moment en France. Le jugement majoritaire, il consiste tout simplement pour un candidat à prendre toutes les notes qu'il a reçues, à les classer de la plus petite à la plus grande, et de regarder la note du milieu. C'est sa note médiane. Et avec ça, on va regarder la note médiane de tous les candidats, et celui qui a la note médiane la plus élevée, il est élu. Alors ce mode de scrutin, il a le gros avantage d'être très résistant à ce qu'on appelle le vote stratégique. Alors, le vote stratégique, c'est une tendance assez humaine, je pense, qu'on pourrait avoir, par exemple, à surnoter son candidat préféré et à sous-noter tous les autres. D'accord ? À ce moment-là, quand on regarde la médiane, il faudra vraiment qu'il y ait plus de la moitié des gens qui soient stratégiques pour que ça influe sur la note médiane des candidats. Un autre mode de scrutin qui est peut-être encore plus naturel, c'est le range voting, c'est ce que j'appelle moi le vote à la moyenne. À ce moment-là, on va regarder la moyenne de toutes les notes qu'un candidat a reçues, et celui qui a la moyenne la plus élevée, il est élu. Très simple, basique, mais là, avec ce que je viens de vous dire avant, c'est vrai que ce mode de scrutin-là, il n'est pas très robuste au vote stratégique. Il peut être influencé assez simplement. Très bien. Bon, il existe donc plein de modèles différents pour prendre en compte des évaluations. Nous, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va visualiser à quoi pourrait ressembler une situation d'élection si on demandait à chacun de noter les candidats. Alors ici, j'ai un petit graphe qui est très simple. Vous avez en abscisse les notes reçues par le candidat 1 et en ordonnée les notes reçues par le candidat 2. On est dans une élection à 2 candidats. Et puis ce qu'on fait, c'est que chacun des notants va donner une note aux 2 candidats. Et donc, du coup, chaque personne est représentable par un point dans ce plan. Par exemple, vous voyez que le candidat, enfin le votant, le notant rouge, il a peut-être donné une note de 0,5 au candidat 1, où il l'aime moyen. Par contre, comme il adore le candidat 2, il lui a mis 1 sur 1. Et donc, il va se retrouver tout en haut. Et de façon analogue, les gens qui adorent le candidat 1, ils vont se retrouver complètement à droite. D'accord ? Donc, une situation de vote, une élection, dans ce cas-là, ça va être simplement un nuage de points, où chaque point, c'est un notant, et on va se balader dans l'espace 0,1 puissance, le nombre de candidats. Par exemple, pour les élections présidentielles en France en 2017, on avait 47 millions de points qui se baladaient dans une sorte d'hypercube 0,1 puissance 11. Et donc, en partant de cette visualisation, on peut avoir l'idée suivante, qui est l'idée du vote profond qu'on a introduit donc avec les co-auteurs que j'ai cités avant, qui est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? On va repérer quel est le notant qui est le plus au milieu du nuage de points, dont je viens de vous parler, et c'est à lui qu'on va poser la question, mais alors toi, tu préfères qui ? Et on va élire son candidat préféré. Sympa comme truc, non ? D'ailleurs, il y a un truc qui est moins sympa, c'est qu'on a été victime d'un plagiat rétroactif.
par Asimov, qui en 1950, ou par là, non mais c'est vrai, il a sorti une nouvelle qui est exactement ça. C'est-à-dire que ça s'appelle À voter, je crois, sa nouvelle. Et dans sa nouvelle, eh ben, ça se passe aux États-Unis en 2020, quelque chose d'ailleurs maintenant. Et il y a la police qui débarque chez un gars un matin et qui l'emmène et qui lui demande son avis. Et c'est lui qui décide qui va être président des États-Unis. Bon, il n'aurait pas pu faire beaucoup pire que maintenant, mais bon, enfin. Donc je trouvais que c'était assez marrant comme truc. Et donc voilà. Donc mathématiquement, on s'est dit voilà, on va prendre le centre du nuage, on va lui demander son avis et on va voir à quoi on arrive. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah ouais, mais comment on choisit le centre du nuage? Comment on définit le centre d'un nuage de points? Bah ça, c'est pas trivial. C'est même pas du tout évident. Par exemple, je vais reprendre les travaux d'une collègue qui s'est intéressée juste, elle, au cas où on est juste dans une dimension. Donc, typiquement, vous avez des notes en français, en quatrième, puis vous essayez de voir quelle est votre moyenne, si la moyenne c'est le milieu de vos notes, et elle a recensé plus de 40 méthodes en statistique pour essayer de trouver ce qu'on appelle ce paramètre de localisation, qu'est-ce qui est au milieu. Voilà, et ben, je ne vous explique pas, quand on est en D dimensions, avec D beaucoup plus grand que 1, ben, ça ne s'arrange pas. Donc, pour essayer de répondre à cette question, eh ben, on a utilisé un outil qui s'appelle les fonctions de profondeur. Et en fait, pour rien vous mentir, moi, c'est ce sur quoi je travaillais avant de m'intéresser à cette application. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de profondeur? Eh bien, comme son nom l'indique, ça va être une fonction qui va classer les observations en fonction de leur profondeur dans le nuage de points. C'est-à-dire que si vous avez si vous avez des points qui sont dans le plan, comme on a vu avant, eh bien, ça va être une sorte de nappe qui va prendre son maximum au milieu du nuage de points. Alors, reste encore, on se mord un peu la queue, comment on définit le milieu, quoi. C'est justement, ça va justement être le point qui maximise cette fonction. Ouais, on n'a rien arrangé, hein, on est d'accord. Donc, formellement, on part de ce nuage de points et on arrive ici à une sorte de nappe. Alors, plus on est dans les teintes de rouge foncé, plus on est élevé, et puis on va trouver un centre. Alors, comment définir ce centre? Eh bien, il existe une multitude de fonctions de profondeur, et je voudrais juste vous donner l'idée de quelques-unes. Alors, dans les slides qui vont suivre, il y a quelques formules. Si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas du tout grave. Je vous donnerai juste l'idée de comment on les calcule. La première d'entre elles, que moi je trouve super belle, au moins esthétiquement, c'est la profondeur simpliciale. Je suis en train de me demander, ça se trouve, il y en avait une d'avant, non? Non, c'est celle-là, la première. Et alors celle-là, moi je la trouve magnifique, super élégante dans l'idée. Elle dit quoi? Elle dit tout simplement, si vous êtes dans le plan, vous allez prendre 3 points au hasard dans vos observations et vous allez former le triangle. Et en fait, quand vous cherchez la profondeur d'un point dans le plan, ça va être tout simplement égal au nombre de triangles dont les sommets sont des observations dans lesquels vous allez vous trouver. Et là, intuitivement, vous vous doutez bien que plus vous êtes au centre du nuage de points, plus le nombre de triangles dont les sommets sont des observations va être grand, dans lequel vous vous trouvez, et donc plus la profondeur va être grande. D'accord? Et à l'inverse, si vous vous retrouvez à l'extérieur du nuage de points, bah vous aurez 0 triangle dans lequel vous allez vous trouver. Et donc la profondeur sera égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est une idée qu'on doit à Liu en 1990, et c'est une première possibilité. Mais il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a la profondeur de projection. Alors qu'est-ce que c'est que cette idée? Imaginez que vous vous trouviez dans un point de R2, et vous allez essayer de calculer donc cette profondeur de projection. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement, alors la formule ici, vous n'avez pas besoin de la comprendre, ça va être simplement ça va vous calculer votre excentricité par rapport au point, vous imaginez le point, vous projetez toutes les observations du nuage de points sur une droite. Et puis, vous allez regarder si vous êtes loin de la moyenne de ces projections. Et vous allez faire ça sur toutes les distances possibles. Et cette fonction de profondeur des projections, eh bien, ça va être simplement la plus grande valeur, ça va trouver la direction dans laquelle vous êtes le plus excentré par rapport au nuage de points, et ça va garder ça en mémoire, si vous voulez. Donc si vous êtes bien au milieu du nuage de points, vous allez tout le temps être central, et s'il y a une direction pour laquelle vous êtes extrême, la profondeur va être très faible. Et puis voilà. L'idée sur laquelle je vais insister ce soir, c'est celle-là. C'est une idée qui a été
introduite par Tsou et Serfling en 2004, mais ça, c'est pas super important. Mais c'est l'idée qui, à mon sens, est géniale, mais qui est reprise dans plein de domaines. Si vous cherchez la profondeur du point vert et que vous avez vos 4 points, vos 4 notants qui sont les points noirs, vous voyez que si c'est le point vert, la somme des distances qui le relient au point du nuage de points, elle est somme toute assez faible. D'accord ? Et si vous déplacez ce point, le point de couleur, et que vous le déplacez, vous l'éloignez des autres observations, la somme de ces distances aux autres observations va grandir. Eh bien, en tirant profit de cette idée, et en disant que la profondeur, ça va être 1 sur la somme de ces distances, eh bien, on va obtenir une profondeur. Alors, c'est ce qui est ici écrit de façon formelle. On retrouve le 1 sur 1 plus la somme des distances, le grand sigma, là, c'est une somme. Et juste, la chose qui est un peu subtile, c'est que nous, par défaut, on a tendance à utiliser la distance avec un p qui vaut 2, là, la distance classique. Mais il existe plein de distances différentes en mathématiques qui, à chaque fois, vont donner une profondeur différente. Et vous allez voir que ça va être assez riche. Alors, quelques propriétés de cette fonction de profondeur LP. Si P est inférieur à 1, et en fait, nous, on va s'intéresser aux endroits où bien cette fonction elle est maximale. Si P est plus petit que 1, les points les plus profonds, ça va tout simplement être, il va y en avoir plein, ça va être les points où vous avez vos points à évaluation. Bon, ça ne nous sert pas trop ici. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est quand P va devenir un peu plus grand. Quand P il vaut 1, les coordonnées, alors x1 étoile, ça va être le point le plus profond, eh bien ça va être les médianes, composante par composante, sur tous les axes. Bon. Quand P vaut 2, ça ne va plus être les médianes, mais ça va être les moyennes. Et quand P tend vers l'infini, eh bien le point qui va maximiser cette fonction de profondeur pour la distance L infinie, ça va être les milieux des points les plus extrêmes, composante par composante. Bon, mais une fois qu'on a ces propriétés, on peut en déduire quelque chose qui est assez intéressant, qui est que on va retrouver en fait les modes de scrutin classiques basés sur des évaluations, juste avec ce formalisme-là. Par exemple, le L1 vote profond, il va être confondu avec le jugement majoritaire. Vous vous souvenez, le jugement majoritaire, c'est celui qui élit le candidat qui a la médiane la plus élevée. Et bien là, le centre, non, regarde pas. Le centre, c'est la médiane. Le centre, c'est les médianes composante par composante. Donc, le centre, si on lui demande son avis, il va élire le candidat dont la médiane est la plus élevée. Donc, c'est le jugement majoritaire. De façon analogue, quand on prend une distance L2, une distance classique, eh bien, on va élire le candidat dont la moyenne des évaluations est la plus grande. Et donc, on va retrouver, comme ça, tous les modes de scrutin les plus classiques qui font partie de cette famille de votes profonds. Et donc ça, c'était une première surprise pour nous, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait retrouver comme ça plein de votes classiques dans cette famille. De façon analogue, le vote par approbation, il s'explique de la même façon. Cette fois, il n'y a même pas besoin de choisir le P qui vaut 1 ou 2, c'est vrai tout le temps. Donc, c'était général. Et ça, ça me rappelle une anecdote, figurez-vous, parce qu'en février dernier, à Lyon, il y a un certain Hugo Duménil-Copin qui est venu nous faire une conférence. Et si je zoome ici sur la partie droite du tableau, eh ben on s'aperçoit qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Hugo nous expliquait qu'une des beautés des maths, c'était de pouvoir généraliser des phénomènes qui, a priori, semblaient totalement indépendants, décorrélés, et puis qu'en fait, on pouvait les voir d'une certaine façon, et ça leur donnait une sorte de cohérence entre eux, de généralisation. Et ben, en fait, c'est un peu ce qui se passe ici avec les modes de scrutin, parce que souvent, les gens qui font de la théorie du choix social, ils sont ou bien à fond pour le jugement majoritaire, ou bien à fond pour le vote à la moyenne, et c'est très dur de les faire discuter entre eux. Mais si on se rend compte qu'en fait, ces deux modes de scrutin, ils viennent en fait d'une même famille, d'une même façon de voir les choses, et que c'est juste un paramètre qui change, eh ben, on crée une sorte de
de liens de famille entre eux, si vous voulez. Ils viennent de la même famille, ils font la même chose, c'est juste un petit paramètre qui change. Donc voilà, ça m'avait rappelé ça. Donc, première bonne nouvelle, le vote profond, juste avec cette famille-là des fonctions de profondeur qui sont basées sur cette idée que si vous faites 1 sur 1 plus la somme de toutes les distances, ça vous donne la profondeur, vous retrouvez les modes de scrutin les plus classiques. Et une deuxième bonne nouvelle qu'on a trouvée, c'est que vous vous souvenez des 4 propriétés qu'on avait au départ, ces fameuses 4 propriétés qui étaient totalement inaccessibles simultanément par les modes de scrutin basés sur les ordres de préférence. Et bien cette fois, elles sont accessibles, ces 4 propriétés, simultanément par les modes de scrutin basés sur les évaluations que je viens de décrire, donc les modes de scrutin profonds. Donc, ça a été une double bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ces votes profonds, ils généralisent les modes de scrutin qui sont classiques. Intuitivement, ce n'est pas complètement débloquant d'avoir fait comme on a fait. D'ailleurs, Asimov avait eu l'idée à peu près. Sauf que lui, il le choisissait totalement au hasard, le gars. Il n'avait pas de propriété particulière dans ses préférences, ce qui est un peu gênant. Enfin, ça dépend. Enfin, bon, bref. Et en fait, la justification théorique de cette famille, elle arrive parce que, justement, on arrive à échapper à ce fameux théorème d'impossibilité de Haro qui nous cassait les pieds depuis 70 ans. Donc, on est bien content. Et je vais juste terminer, peut-être après on pourra en parler un petit peu plus, mais sur le fait que ces familles de modes de scrutin, elles fonctionnent mieux. Et ça, je vous l'ai dit plus ou moins explicitement avant. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne plus de carburant pour bien fonctionner. On leur donne beaucoup plus d'informations que les modes de scrutin qui sont obligés de fonctionner juste sur les ordres de préférence. Et ça permet de dépasser plein de paradoxes, plein de choses désagréables qu'on a vues précédemment. Juste pour vous en citer un petit, il y a une propriété qui est particulièrement intéressante pour les modes de scrutin, c'est ce qu'on appelle la propriété de monotonie. Qu'est-ce que c'est la propriété de monotonie ? C'est que lorsque vous êtes dans une situation de vote donné et qu'un candidat est élu, eh bien, ce qu'on aimerait, c'est que s'il y a des votants qui préfèrent un petit peu plus ensuite le candidat élu, il faudrait bien que le candidat reste élu. Vous êtes d'accord avec ça, je pense ? Ça semble pas, là encore, une propriété complètement qui serait intéressante, quoi. Eh bien, figurez-vous que, pour vous donner juste une illustration du fait que ce n'est pas si évident que ça, en 2002, en France, on a eu un peu un tremblement de terre lorsque Le Pen est arrivé au second tour. Et si vous vous souvenez, enfin, en gros, je vous le rappelle, il y avait Jacques Chirac, qui était le candidat de droite, qui était arrivé premier avec 20%, Le Pen qui était arrivé deuxième avec 17%, et Jospin, le candidat de gauche, qui était arrivé troisième avec 16%. Et donc, au second tour, il y a eu Chirac-Le Pen, bon, voilà. Maintenant, imaginez que Chirac soit plus efficace avant le premier tour et réussisse à prendre 2% des votants de Le Pen. D'accord ? Donc là, la situation est encore meilleure pour Chirac, quoi. Mais ce qui se passe, c'est qu'en prenant 2% des électeurs à Le Pen passe sous Jospin. Et là, la situation est tout autre, parce que Chirac n'était pas du tout assuré de battre le candidat de gauche au second tour. Et donc on se trouve là, encore une fois, avec le scrutin majoritaire à 2 tours, dans une situation complètement improbable, où le fait d'améliorer la situation d'un candidat peut le pénaliser à la fin. Et là, ce n'est pas le cas de nos modes de scrutin. Voilà, donc plus d'informations, plus nuancées, ça peut être aussi intéressant. Alors, après, avec le risque que les gens qui votent stratégique influent là-dessus. Ils généralisent les modes de scrutin classiques, ça je l'ai dit, mais aussi, on pourrait très bien imaginer, vous vous souvenez la profondeur super élégante de Liu où on se trouve dans les triangles ? Eh bien, il n'y a aucun mode de scrutin actuellement qui est basé sur cette fonction de profondeur que je trouve super élégante. Moi, je serais vachement intéressé de savoir quelles sont les propriétés des modes de scrutin qui sont associés à des fonctions de profondeur super élégantes. De façon analogue, on a aussi une fonction de profondeur qui est basée sur ce qu'on appelle le transport optimal.
transport optimal, c'est quelque chose qui est en train d'exploser déjà depuis quelques décennies. Mais voilà, il y a cet aspect d'optimalité qui est quand même assez tentant de transposer au monde des modes de scrutin pour essayer de voir ce qui va se passer. Et donc non seulement cette famille est généraliste des modes de scrutin connus, mais en plus on a tout un univers, j'allais dire, qui s'ouvre devant nous et qu'on aimerait bien étudier. Bon, ça, ce sera pour les années prochaines. Hein. Donc voilà. Et donc ensuite, on pourrait essayer aussi de comparer ces modes de scrutin les uns par rapport aux autres et essayer de voir quelles sont leurs propriétés particulières. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, dans un premier temps. Et puis voilà, je suis prêt pour vos questions après, si vous en avez, quoi. Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Je vais t'inviter à aller t'asseoir dans un des fauteuils. Je vais choisir ta place. Tu peux les classer par ordre de préférence si tu le souhaites. Alors je pensais lui laisser le choix, mais on peut aussi faire un vote par tous les modes de scrutin qui nous prendra donc les 45 prochaines minutes au lieu de la discussion. Dans le doute, il a choisi, c'est une dictature. Donc pour la suite, donc, je vais me présenter puisque Hugo a pensé à le faire. Je suis Élise Raphaël, je suis la co-directrice du Genève Évasion Mathématique. La suite des maths à partager, c'est toujours 45 minutes de discussion entre deux ou plus intervenants, intervenantes ou plus. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous Pascal Ciarini, qui est donc le doyen de la faculté des sciences de la société et professeur dans le département des sciences politiques et relations internationales. Et donc je vais t'inviter à rejoindre JB sur scène. Je vous remets à l'écran le QR code qui vous permet de poser les questions en direct. Moi, je vais aller m'asseoir entre à côté de nos deux intervenants, puisque je n'ai plus le choix non plus. Et puis, avant de prendre vos questions, on va commencer par présenter Pascal et les écouter se poser des questions quelques minutes. Mais vraiment, n'hésitez pas, nous, on passe en revue vos questions. Et si vous préférez les poser à voix haute, vous pouvez également lever la main et quelqu'un vous passera un micro. Ah, je ne veux pas. Je suppose que les trois vont tourner en boucle. Tout ira bien. Normalement, Mathias, qui est en régie, va les allumer pour nous. Voilà. Merci, Shaola. Donc, tout d'abord, Pascal, bienvenue parmi nous ce soir et merci d'avoir accepté de te joindre à nous pour la deuxième partie de cette conférence. Tu es donc spécialiste de politique suisse. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton type de recherche ou d'abord réagir peut-être à la présentation de Jean-Baptiste ? Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Merci Jean-Baptiste pour cet exposé fascinant et convaincant et relativement compréhensible, même pour un béotien des mathématiques comme moi. Peut-être, je dis encore quelques mots sur ma personne parce que vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais ici, moi, politologue, dans ce cénacle de mathématiciens. En tout cas, moi, je me suis posé la question, je peux vous dire, ces derniers jours, lorsque j'ai pris connaissance du livre de Jean-Baptiste et que j'ai réfléchi un peu à qu'est-ce que je pouvais dire d'intéressant aujourd'hui. Donc, je suis professeur en politique suisse et comparée et j'étudie la politique à la fois par le haut, c'est-à-dire par les institutions politiques. En politique suisse sont bien sûr le fédéralisme, la démocratie directe, le système de gouvernement, le Parlement, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux effets des institutions sur le comportement des acteurs, et y compris les effets du système électoral sur le comportement des acteurs et le fonctionnement des systèmes. Et puis je m'intéresse aussi à la politique par le bas, ce qu'on appelle la micropolitique ou le comportement politique. J'étudie la formation des opinions et le comportement politique lors des votations fédérales et des élections. Et là aussi, bien sûr, le système électoral joue un rôle clé. Alors, je ne suis pas mathématicien, ça c'est une évidence, et donc je ne vais pas m'aventurer à questionner la pertinence des démonstrations de Jean-Baptiste. Je parlerai de ce que je connais, à savoir la manière dont la science politique aborde la question des modes de scrutin, qu'on appelle aussi les systèmes électoraux, et je vais faire quelques commentaires sur et ce qui m'a inspiré la présentation et plus largement le livre de Jean-Baptiste. Et j'aimerais faire 3 commentaires. Le premier, revenir sur les prémices de ta présentation
est la question de la crise de la démocratie. Alors je crois qu'il est incontestable que les démocraties sont en crise, même si on laisse de côté les dérives autoritaires à l'œuvre actuellement dans certains pays, États-Unis, Argentine, Hongrie, il y a des crises plus ou moins marquées de représentation dans presque toutes les démocraties, en tout cas celles qui nous entourent, la France, l'Italie, même l'Allemagne. La Suisse peut-être moins, on y reviendra plus tard. Et ces crises se manifestent par ce que tu as mentionné d'ailleurs au début de l'exposé, cette défiance vis-à-vis des gouvernements, cet abstentionnisme croissant, cette désillusion face à l'incapacité des partis politiques à apporter des solutions aux problèmes de société. Ma première interrogation est celle-ci. Dans quelle mesure les imperfections des systèmes électoraux, des modes de scrutin, sont-elles une cause importante pour cette crise de représentation ? C'est peut-être le cas en France, mais c'est même pas sûr. Si je me réfère aux revendications, par exemple, des mouvements sociaux, des Gilets jaunes il y a quelques années, ces revendications ne visaient pas le mode de scrutin, mais plus fondamentalement les moyens d'expression des citoyens et citoyennes. Comment avoir un droit de codécision plus grand sur la définition des politiques publiques ? Et même si on reste au niveau des modes de scrutin, les revendications des petits partis en France vise surtout à introduire une dose de proportionnel dans un système qui est très majoritaire et ne s'attaque pas directement, me semble-t-il, à la question de comment refléter le plus fidèlement possible au niveau collectif les préférences individuelles des votants, qui est ton travail principal. Pour revenir à la science politique, au niveau scientifique, cette question du mode de scrutin qui reflète le plus fidèlement au niveau collectif les préférences individuelles, elle est à vrai dire pas au cœur de la discipline. Alors on connaît le paradoxe de Condorcet, on connaît le théorème d'impossibilité d'Arrow, mais c'est plutôt vers d'autres objets que la science politique s'est tournée, et principalement celle des effets concrets des systèmes électoraux. Quels sont les effets des systèmes électoraux sur le système de partis ? Par exemple, dans quelle mesure l'un ou l'autre système électoral influence la fragmentation du système de partis, le nombre de partis qui existent, mais aussi la question de la polarisation, comment les systèmes électoraux influencent la polarisation, comment les systèmes électoraux influencent le contenu des politiques publiques, la représentativité des parlements. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont traitées, mais alors peut-être que les politologues sont un peu aveugles encore, ou pas encore suffisamment au fait, et je trouve qu'en tout cas il y a un contraste intéressant entre ce qui intéresse les mathématiciens, ce qui intéresse les politologues, et j'aurais aimé t'entendre sur ce contraste. Deuxième commentaire concerne certains des postulats sur lesquels reposent ces analyses, et plus précisément les postulats relatifs aux aptitudes des votants et votantes et au comportement des votants et votantes. Tu en as peu parlé dans l'exposé, mais ça m'a frappé dans le livre, et je donne deux citations. La première, les préférences affichées par les votants sont honnêtes, en ce sens qu'elles correspondent à leurs préférences réelles. Et sur cette base, tu montres notamment que le système français produit des résultats qui ne reflètent souvent pas les préférences médianes des électeurs. J'ai ici deux problèmes, je dirais. Le premier, c'est celui du postulat qui est relatif à une autre citation. Tous les votants sont capables de classer tous les candidats suivant un ordre de préférence. Les travaux de sciences politiques montrent que la compétence des votants, et il y a ici Maxime Valder, un collègue qui est spécialiste de la question, tous les travaux montrent que la compétence des votants est limitée. Ça ne veut pas dire que les votants votent n'importe comment, parce qu'il y a toute une série de stratégies qu'ils peuvent utiliser pour faire des votes raisonnables, mais leur compétence est limitée. Dans ces conditions-là, postuler que tous les votants sont capables de classer tous les candidats, et même plus, noter tous les candidats, me semble un peu héroïque. Je reviens à mon premier point, citation, « Les préférences affichées par les votants sont honnêtes, en ce sens qu'elles correspondent à leurs préférences réelles. » Et là, j'ai un petit problème de logique. Si, comme nous le pensons, les électeurs adaptent leur stratégie de vote en fonction du mode de scrutin en vigueur, comment savoir comment ils auraient voté si le mode de scrutin avait été différent ?
subsidiairement, je me demande si les modes de scrutin que tu préconises échappent au risque de vote stratégique, puisque tu sembles... Jamais. Ah. Dans un vote par jugement majoritaire ou par note ou même par approbation, les votants pourraient très bien, par exemple, donner le minimum de points à tous les autres candidats, sauf leur candidat préféré, de façon à augmenter les chances de celui-ci. Donc, est-ce que vraiment on sort du problème de vote stratégique? Ce serait peut-être là aussi une question à te poser. Et puis, pour terminer, mon troisième point, ta critique s'attaque principalement au système majoritaire uninominal à 2 tours. Or, ce système est certes très important en France. C'est celui qui régit l'élection de l'Assemblée nationale, mais aussi la présidentielle. En revanche, ce système est très peu utilisé ailleurs qu'en France. De nombreux pays ont abandonné ou corrigé le système majoritaire pour se tourner vers des systèmes proportionnels ou des systèmes mixtes. D'où ma question, dans quelle mesure tes critiques s'appliquent-elles aussi au système proportionnel, qui est connu dans la plupart des pays pour toutes les élections parlementaires, en Suisse par exemple, le Conseil national, tous les parlements cantonaux. Et puis pour terminer, et pour céder un peu à l'ethnocentrisme, nous avons en Suisse un système particulier pour l'élection des gouvernements cantonaux, qui est un système majoritaire plurinominal. Il y a dans tous les cantons suisses entre 5 et 7 membres du gouvernement, ce qu'on appelle le Conseil d'État. Et donc, ce système-là, ce système majoritaire plurinominal à 2 tours, serait, on en a d'ailleurs parlé brièvement déjà ensemble, une sorte de votation par approbation, à concurrence des 7 voix à disposition pour chaque votant et votante. Que penses-tu de ce système? Ah oui. Ah bah, bon. Alors, peut-être pour répondre dans l'ordre, mais je crois que j'ai ce qu'il faut. La première chose, c'est que vraiment, moi, j'ai un rôle super chouette ici, parce que je suis théorique. C'est-à-dire que ce que je vous présente là, je le dis tranquillement dans le bouquin, ouais, pour moi, c'est une hypothèse. Hein. Les gens, ils ont des préférences, et ils peuvent classer, ils peuvent donner des notes à tout le monde. Alors, je sais bien, je suis humain, je sais bien que ce n'est pas vrai dans la réalité. Mais n'empêche que moi, pour faire tourner mes modes de scrutin, c'est une hypothèse que je fais, simplificatrice, certes, mais qui me permet du coup de dérouler une sorte de logique et d'arriver à des résultats tangibles. Évidemment, vous connaissez la différence entre la théorie et la pratique? Non, bah en théorie c'est pareil. Et ben voilà, c'est pareil. Donc voilà, non, simplement, voilà, je suis bien conscient, et il y a des choses qui sont complètement déroutantes. Je parlais il n'y a pas longtemps avec une spécialiste de la théorie du choix social qui me disait, lorsque on fait une sorte on demande aux gens de noter les candidats sur une échelle de 2, 1, 0, 1, 2, on obtient un certain nombre de résultats. Et si on leur demande, les mêmes personnes sur les mêmes candidats, de prendre une échelle qui est cette fois moins 1, 0, 1, on n'a pas les mêmes résultats. Non mais moi je m'en sors pas, quoi. Faut se mettre à ma place, quoi. Donc moi je reste théorique. Alors ce qui m'empêche pas, on va justement développer des collaborations avec des psychologues, des gens qui s'intéressent à l'humain. Et voilà, et donc j'espère qu'on va pouvoir peut-être aboutir à des choses qui soient plus applicables. Mais oui, non, mais c'est infiniment compliqué, infiniment compliqué. Et c'est pour ça que c'est très confortable de rester dans ma situation théorique. Voilà. Après, tu disais, sur ta remarque sur le fait que tous les modes de scrutin sont manipulables, mais je pense qu'on s'en sortira jamais, ça pour le coup, parce qu'il y a un autre théorème d'impossibilité dans les années 70. Je dis jamais leur nom parce que je les écorche trop, et c'est Gilbert et Satterwhite. Bon, on ne saura jamais, mais voilà, qui ont démontré que n'importe quel mode de scrutin, basé cette fois, pour le coup, sur des évaluations ou sur des ordres de préférence, seront toujours manipulables. Donc ça, c'est à oublier. Et quant à ta dernière remarque sur le fait que le scrutin majoritaire à 2 tours est très français, eh ben, je suis content, parce que pour moi, c'est vraiment un outil qui est... enfin, comment dirais-je? Ouais, ce sera en ligne. Donc, voilà, disons que chaque mode de scrutin a des propriétés très précises. Et c'est un peu ce que j'ai un peu effleuré avec le petit exemple qu'on avait avec la méthode de Borda, de Condorcet, tout ça. Et on a réussi à démontrer avec des simulations que quand on prend un scrutin majoritaire, eh bien oui, les candidats qui sont clivants, ça ne les dérange pas, ils passent.
Et ça peut être bien. Imaginez que vous soyez dans un jury pour des œuvres d'art. Je pense que personne n'a envie d'élire l'œuvre d'art qui plaît un petit peu à tout le monde, quoi. Non, là, il faut des choses, il faut des œuvres d'art, il ne faut pas que ça laisse indifférent, quoi. Il faut vraiment que l'œuvre d'art elle plaise beaucoup à plein de gens, quitte à ce qu'il y ait des gens qui détestent, quoi. Mais c'est le jeu, c'est l'art. Bon, ce qui est vrai pour les œuvres d'art, peut-être que ce n'est pas pareil dans d'autres contextes. Et peut-être qu'il faudrait garder les scrutins majoritaires pour les œuvres d'art. À moins qu'on ait envie d'avoir des politiques très marquées, avec des dirigeants très forts, qui, quitte à ce qu'ils déplaisent très fortement à une grosse minorité de la population, mais soient largement soutenus. Après, c'est des choix de société, et moi, je n'ai pas d'idée plus qu'un autre, quoi. Je suis un citoyen comme tout le monde ici. Simplement, mathématiquement, je pense que c'est important d'être conscient qu'il y a des modes de scrutin qui favorisent un certain type de candidats, et d'autres types. Et après, pour moi, c'est un choix de société. Et ce choix de société, il sera possible seulement si, en premier lieu, on est conscient de ces différences. Et c'était un peu l'enjeu de ce soir pour moi, quoi. Après, est-ce que le scrutin majoritaire est bien ou pas? Finalement, je n'ai pas d'autre avis que le mien, quoi. C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux effets du scrutin majoritaire, parce qu'en réalité, en Suisse, on a l'effet inverse. Le scrutin majoritaire est très défavorable aux partis les plus profilés. Que ce soit au Conseil des États ou au Conseil d'État dans les cantons, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un système électoral qui est très défavorable pour l'UDC, qui est le parti le plus à droite de l'échiquier politique, alors que ce parti réussit très bien dans les élections à la proportionnelle, il réussit très mal dans les élections à la majoritaire. Pourquoi? Parce que dans ces élections-là, dans un système multipartisan comme le connaît la Suisse, il faut être capable de faire alliance et de présenter des candidats qui, on le dit en français, ratissent large. Mais quand vous êtes très profilé, vous ne ratissez pas large. Et c'est précisément les partis qui sont plus centristes, qui réussissent très bien dans les élections à la majoritaire, et par contre beaucoup moins bien dans les élections à la proportionnelle, parce que là, il s'agit de mobiliser fortement son électorat, d'être très profilé pour le faire, et ces partis, par définition, parce qu'ils sont plus centristes, ils le font très mal. Comme tu l'as dit, c'est un système très français à la base que tu as étudié. Moi, j'ai juste une première question, c'est est-ce que ce système était finalement aussi le plus agréable à étudier d'un point de vue mathématique pour démarrer ce type de recherche? C'est marrant parce que pas du tout. Okay. Parfait. Non. En fait, on a... les outils qu'on a développés avec l'équipe, là, c'est des outils qui se basent, si vous voulez, donc, sur les fonctions de profondeur. C'est-à-dire qu'on prend les données d'un seul coup et on les étudie comme ça d'un seul coup. Et en fait, on a des problèmes conceptuels avec tout ce qui est itéré, tout ce qui est à plusieurs tours, parce qu'il faut traiter les données d'une certaine façon, les projeter, réfléchir. C'est beaucoup moins simple que quelque chose qui, même comme le scrutin majoritaire à un tour, quelque chose qui se ferait en une seule fois. Et pour l'instant, on a vraiment du mal à faire rentrer dans la famille des modes de scrutin qui présentent différentes étapes. Donc, non. Par contre, tout ce que tu as présenté à chaque fois visait à l'élection d'un unique candidat. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a une étude de système à la proportionnelle, par exemple, où tu élirais plusieurs candidats? Alors ça, c'est les prochaines étapes. C'est vrai que tout ce dont je vous ai parlé, c'est ce qui s'appelle du scrutin uninominal. On essaie d'élire une personne. Mais évidemment, la plupart du temps, où il peut arriver au moins qu'on veuille élire une assemblée, une chambre, etc. Et à ce moment-là, on est plutôt dans des élections de liste ou des choses comme ça. Alors ça fait partie des développements naturels de ces modes de scrutin profonds, mais je me suis rendu compte que rien qu'avec les scrutins uninominaux, ça va m'occuper, je pense, largement 3-4 vies, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais par contre, je pense que oui, ce serait naturel de se pencher sur le problème. Ouais. Une question par rapport au système suisse. Donc, la démocratie suisse, qui est quelque chose dont on est en général très fier par ici. Est-ce que l'accumulation de votations et de référendums en Suisse peut être vue comme une approximation d'un vote par évaluation, quand tu vois ce qui se passe là? Est-ce que l'abondance... Alors, si tu veux, j'essaie de la reformuler. Est-ce qu'il y a vraiment une abondance de possibilités de donner son opinion sur des sujets? Est-ce que ça permet de converger plus ou moins vers quelque chose qui ressemblerait à un vote par évaluation? De nouveau, il y a une itération très grande. Donc Oui, peut-être, oui. Le fait de donner son avis sur plein de choses différentes. Et puis un référendum, entre guillemets, c'est bien, parce que c'est quelque chose qui est par évaluation encore. On donne son accord ou pas à une question qui a été posée.
on ne devrait pas être très loin. Mais est-ce qu'il n'y a pas une condition supplémentaire d'unidimensionnalité? Parce que ce n'est pas le cas. On vote sur toute une série d'objets différents qui ont trait à différentes politiques publiques et qui ne sont pas résumables à une seule dimension. Or, j'ai cru comprendre que c'était une condition quand même au départ. Je pense que si on quitte l'unidimensionnalité, c'est pas... Il y a pas mal de systèmes de modélisation des votes qui reposent sur une sorte de représentation spatiale des votants. C'est le modèle spatial, et qui ne sont pas unidimensionnels. Donc, je pense que ce ne serait pas un gros problème. Donc, par exemple, sur ces fonctions de profondeur, si tu imagines donc les votations suisses, il y a plusieurs objets, tu pourrais représenter de cette manière-là les positions de tous des votants sur tous ces objets. Qu'est-ce qu'on pourrait en ressortir comme type d'information, finalement? Eh ben, on pourrait peut-être déjà... Alors, ce n'est pas vraiment des problèmes liés aux élections proprement dit, mais on pourrait, par exemple, étudier la structure de l'électorat avec peut-être des classes, des clusters de votants qui se ressembleraient, qui auraient des comportements similaires, par exemple. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui est fait, en l'occurrence? Je ne crois pas. Je ne peux pas l'assurer, mais je ne crois pas. J'ai une question qui est très spécifique, et je ne sais pas si ça vous parle, une opinion sur le vote à itération instantanée, instant runoff voting, si l'un d'entre vous connaît, même s'il est basé sur des ordres de préférence, ou si la personne qui a posé la question veut en dire plus à voix haute. Ouais. C'est un système de scrutin qui, je crois, est en place en Australie, qui est résilient à certains trucs, où on classe les candidats préférés ou moins préférés. Et c'est pratique pour élire notamment plusieurs personnes. On attribue tous les votes de premier choix à une personne, et quand elle passe la barre nécessaire pour l'élection, tous les votes d'après pour cette personne se retransmis au deuxième choix. Si c'est pas assez pour élire assez de gens, on enlève la personne en dernier, on itère en mettant le deuxième choix de ces gens-là, et ainsi de suite. Oui, il est super intéressant. Et personnellement, c'est tout ce qui me donne des boutons. C'est super itératif et super compliqué à modéliser. Mais oui, il est utilisé, je crois, peut-être même en Irlande, en Australie. Enfin, voilà. Ça reste un mode de scrutin basé sur les ordres de préférence, donc qui aura ces défauts dont on a parlé du théorème de Haro. Mais c'est quelque chose qui est assez subtil et qui donne des résultats intéressants, même si je ne pourrais pas trop en dire plus comme ça. On parle de changer ou de faire évoluer les modes de scrutin. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible à court terme ou quelque part? Donc, par exemple, dans la politique suisse, est-ce que c'est quelque chose sur lequel il y a des réflexions? Est-ce qu'il y a une façon d'essayer de changer des modes de scrutin pour différents types d'élections? Oui, c'est tout à fait possible. C'est une réforme institutionnelle. Alors, il y a des barrières à surmonter pour que ça passe. Souvent, on doit passer par un vote populaire pour, par exemple, modifier la Constitution ou modifier une loi qui spécifierait les conditions du mode de scrutin. Mais c'est possible. Mais il est vrai qu'il y a souvent des barrières qui sont élevées. Alors, si je prends un exemple concret, on a un problème en Suisse avec la double majorité. Cette double majorité, elle s'applique dans les référendums obligatoires. Donc tout changement de la Constitution en Suisse est soumis à un vote des deux chambres du Parlement et, in fine, du peuple et des cantons. Ça veut dire qu'on doit avoir une majorité à la fois au niveau populaire, mais aussi une majorité de cantons qui dit oui. Et on a des risques de collision entre les deux majorités. C'est-à-dire qu'on a eu des cas, ce n'est pas purement théorique, on a eu des cas empiriques où, par exemple, une majorité du peuple a voulu un changement de la Constitution, mais ça a été bloqué par une majorité de cantons. Et on a ce problème-là, on est conscient, je cite toujours à mes étudiants qu'il y a un rapport de 1995 du Conseil fédéral qui dit « on a un problème avec cette double majorité, mais c'est un sujet sensible, mieux vaut ne pas l'aborder ». Ça, c'est la prudence helvétique. Et en fait, pourquoi on ne l'aborde pas? Parce que pour changer cette règle, il faudrait passer par un vote à la double majorité. Et donc les cantons qui perdraient à la réforme, évidemment, on s'attend par avance à ce qu'ils s'opposent. Et ça impose des limites à la réforme possible de cette institution. Mais pour le reste, c'est assez fréquent que les pays réforment leurs règles. Ça a été fait en France, on a introduit un peu de proportionnel, on est revenu en arrière, ça a été fait en Italie aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible, oui. C'est possible.
Mais le problème que vous avez en Suisse, nous, on ne l'a pas en France, dans le sens où on n'a pas du tout de moyens on n'a pas de référendum, on ne nous demande pas notre avis. Et donc, c'est... Alors, non mais oui. Donc, je sais que Balinski et Laraki, qui ont introduit le jugement majoritaire dans les années 2000, ils avaient une stratégie de bottom-up. C'est-à-dire, ils se sont dit, on va utiliser le jugement majoritaire dans les associations, dans les petits jurys de sport, etc. Et on va monter comme ça. On attend, mais ça monte, c'est pas facile, quoi. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la stratégie up-bottom semble très très difficile à mettre en œuvre, puisque principalement, il faudra que ce soit les politiques chez nous qui décident qu'on va changer les règles du jeu. Mais là, c'est humain, c'est-à-dire que quand vous êtes politique et que c'est votre métier, nous on ne fonctionne pas en milice, j'ai appris ça dans ton livre, c'est des gens de métier, hein, et que on gagne son pain comme ça et qu'on a été élu d'une certaine manière, moi si j'étais à leur place, je ne suis pas sûr que je changerais les règles du jeu, vous voyez ce que je veux dire. Donc, parce que vraiment ce serait trop bête, quoi. Bon, et donc je sens une certaine réticence à changer les choses, voilà, chez nous. Donc, tu m'as dit un petit peu avant que tu as un nouveau projet qui vient d'être accepté pour travailler justement sur les modes de scrutin. Donc, c'est un projet en mathématiques et pour lequel tu travailles avec des gens, tu m'as dit des spécialistes du choix social. J'aimerais bien que tu redéfinisses ce terme, s'il te plaît. Oui, la théorie du choix social, comme son nom l'indique, c'est la théorie des modes de scrutin. Et en fait, avec Antoinette Beaujard, qui est théoriste du choix social à Saint-Étienne, on a monté un projet qui a été accepté au CNRS pour pouvoir développer ce que je vous ai présenté ce soir, et notamment d'un point de vue pratique, avec des vrais humains et tout, et des sondages en sortie de... Comment ça s'appelle de bureaux de vote et des trucs comme ça. Sortie des urnes. Oui, merci. Je commence à fatiguer, là. Mais donc c'est vrai qu'en voyant ton exposé, en écoutant Pascal juste après, on a l'impression qu'il y a un fossé finalement entre les travaux que tu es en train de faire et ce qui se passe dans la réalité. Comment est-ce qu'on peut mettre à l'épreuve, d'une manière pratique quelconque, ce que tu es en train d'élaborer d'un point de vue théorique? Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre des deux côtés? Ouais, alors il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que évidemment un mode de scrutin, on sait bien qu'il faut qu'il soit compris des gens qui vont voter. Parce que, évidemment, on se sent totalement dépossédé quand on va voter et qu'on ne sait pas du tout ce qui va être fait de son vote. Il faut que ce soit simple. Même s'il y a certaines élections, des fois, où ce n'est pas si simple. Enfin bref. Et donc, il y a plein de choses que je vous ai présentées ici qui ne seraient pas admissibles. Donc, la simplicité, c'est un critère super important. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que, par exemple, en ce moment, avec le scrutin majoritaire, c'est comme si on avait un transistor radio là, dans les années 60-70, on écoute comme ça, on a une information très partielle, pas forcément parfaite, et il me semble qu'on pourrait être capable de passer à la télé noir et blanc, par exemple avec le vote par approbation. Alors c'est pas nuancé, hein, c'est noir ou blanc, quoi, voilà, mais il me semble que le vote par approbation, c'est simple, quoi. Comme je vous ai expliqué avant, dans les bureaux de vote, ça pourrait être mis en place. Tout le monde pourrait comprendre, et ça changerait quand même beaucoup de choses. Il n'y aurait plus de vote utile. Moi, je pourrais finalement voter pour qui je veux, quoi. Vous voyez, ça changerait quand même des trucs, et je pense que je ne suis pas tout seul. Ce serait la télé noir et blanc. Après, il y aurait par exemple le vote à la moyenne, qui moi me plaît beaucoup, parce que je ne pense pas que tous les gens veulent trafiquer ou vote stratégique. Voilà. Et d'ailleurs, si on demande l'avis aux gens, c'est parce qu'on pense qu'ils donnent leur avis, non ? Ouais, ça se discute. Mais bon, et ça pour moi, ce serait la télécouleur. Mais si vous voulez, j'ai l'impression que la télécouleur, elle n'est pas encore super au point. Il y a encore des Larsen. Enfin, on ne dit pas Larsen pour la télécouleur. Enfin, ça ne marche pas bien. Et donc, je pense que dans un premier temps, ça pourrait être pas mal de passer à la télé noir et blanc en se disant, c'est un sujet, on peut changer les trucs, on peut améliorer les choses. Et en ce moment, on n'est pas du tout là-dedans. Par exemple, j'ai téléphoné, figurez-vous, au ministère de l'Éducation nationale en demandant chaque année, les enfants dans nos classes, au collège, au lycée, élisent des délégués de classe. Est-ce que ce ne serait pas l'endroit pour expérimenter, faire autre chose que le scrutin majoritaire à deux tours? Non, il y a un texte qui dit il faut que ce soit scrutin majoritaire à deux tours. J'ai raccroché. Le poids des traditions. Je peux revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit sur le vote par approbation. Tu as dit ça permettrait d'éviter le vote utile. Ça, je peux comprendre. Par contre, ça élimine pas tout vote stratégique. Non, parce jamais.
On est ça, d'accord. d'accord. Parce qu'on pourrait très bien, même sur un vote par approbation, où on doit dire est-ce qu'on est pour ou contre chaque candidat, on pourrait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dire qu'on est contre tous les candidats, sauf celui que D'accord. l'on souhaite. Mais à ce moment-là, ce serait un peu bête, si je peux me permettre, parce qu'en fait, on pénaliserait juste les candidats qu'on juge acceptables et qu'on mettrait à 0. Et on pénaliserait juste ceux-là, parce que les gens qu'on déteste, de toute façon, ils seraient à 0, donc ils s'en fichent. Mais ça requiert une compréhension fine du système, Oh, accessoirement. Finou, ouais, Suffisamment. si on veut. Mais à ce moment-là, je sais pas. Enfin, ce serait quand même plus dur à manipuler, il me semble. J'avais une question générale à te poser, mais je ne sais pas si ça t'intéresse, cet aspect-là. Pour moi, le mode de scrutin, ce n'est pas seulement la question de savoir comment on agrège les votes individuels et comment on en retire un choix collectif, c'est aussi ensuite comment on traduit le nombre de voix obtenues en sièges. Et là aussi, il y a tout un enjeu. Même dans un système proportionnel, il y a différents types de calculs de comment on distribue les sièges, notamment comment on distribue les restes. Et ces systèmes sont plus ou moins proportionnels. Il y a eu toute une série de débats en Suisse à ce sujet parce que le tribunal fédéral, avait un arrêt célèbre, avait considéré que certains systèmes électoraux dans les cantons n'étaient pas suffisamment proportionnels et de ce fait ne respectaient pas la Constitution parce que les circonscriptions étaient trop petites. Et donc ça imposait, même dans le cas d'un système proportionnel, ça imposait un threshold, un seuil trop élevé pour qu'on considère que c'était vraiment un système proportionnel. Et donc pour moi, cette question-là, elle est aussi importante. Hein. C'est le deuxième aspect du mode de scrutin, c'est comment on traduit les suffrages exprimés en sièges dans le contexte de système proportionnel. Eh ben, oui, alors moi, comme je m'intéresse au mode de scrutin qui élise une personne, souvent il n'y a pas de reste, donc je suis peinard. Mais ouais, mais non, mais c'est des questions super importantes pour les scrutins de liste. Je crois qu'il y a une question. Je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'est le n égale 3. C'est 3 solutions 3 candidats, ouais. ou 3 candidats? 3 options. En fait, c'est un choix entre 3 options Oui. et pas un choix entre 7 ou 8 options. Il y a un magnifique cas de paradoxe de Condorcet qui s'est produit dans le canton de Berne il y a quelques années, où il y avait typiquement ce genre de proposition. Il y avait le statu quo, l'initiative et un contre-projet. Ils ont à Berne un référendum constructif qui permet, en cas de lancement de référendum facultatif, de ne pas seulement s'opposer à la loi qui est votée par le Parlement, mais de proposer une contre-proposition. C'est ce qui avait été fait, et donc c'est pourquoi il y avait 3 solutions possibles pour les votants et votantes. Et mon ex-doctorant Daniel Boxler a fait un article là-dessus en montrant qu'il y avait eu un vote stratégique de la part d'un camp, je ne rentre pas dans le détail, mais qui avait quelque part transformé le choix des votants, et ce n'était pas l'option préférable qui avait été choisie, mais la deuxième. Et on est un peu dans ce cas de figure. Ce à quoi vous faites allusion, la question subsidiaire, elle vise précisément à essayer de surmonter ce problème. C'est-à-dire que si à la fois l'initiative et le contre-projet passent, on demande aux votants quelle préférence avez-vous
pour le contre-projet ou pour l'initiative. Et c'est cette question-là qui est décisive. On essaie de cette manière-là de sortir, je crois, du cycle de Condorcet. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive tout le temps, mais... Et ma réponse est oui. Pour avoir fait des simulations, on se rend compte qu'il y a un changement de comportement des modes de scrutin environ à 5 candidats. C'est-à-dire qu'en dessous de 5 candidats, c'est vraiment des petites élections. Il y a plein de modes de scrutin qui, en effet, s'agrègent, se ressemblent. Et au-dessus de 5, c'est plus le cas. Ils sont tous très différents. Maintenant, ça c'est pour les modes de scrutin classiques basés sur des ordres de préférence. Pour ce qui est des évaluations, même avec 2 candidats, il se peut très bien qu'il y ait la moyenne d'un côté et la médiane de l'autre. Donc, ils ne sont pas tous équivalents, même avec 2 candidats. Voilà. Une question un peu plus technique qui revient, qui était, tu disais que tu avais une préférence pour le vote à la moyenne, comparé à celui du vote. Pardon, je me suis habituée au son sans micro et je suis repartie sans. Il y avait une question par rapport, tu disais préférer le vote à la moyenne par rapport à celui à la médiane. Pourquoi ? Quel est l'avantage ? Oui. Alors, le vote à la médiane, c'est vrai qu'il peut sembler super intéressant. Comme son nom l'indique, le vote à la médiane, il va focaliser complètement sur la note médiane reçue. Et il se fiche des notes plus petites et plus grandes. Et on pourrait très bien imaginer des cas où vous avez, par exemple, tous les votants qui préfèrent un candidat à un autre, sauf un votant qui préfère le deuxième candidat, mais comme ce votant-là, il est médian, c'est lui qui va décider, et on va élire le deuxième candidat, alors que c'est le premier candidat qui est largement préféré par tous les votants, sauf un. Alors d'un côté, le jugement majoritaire, le vote à la médiane, il est très puissant pour contrer ce fameux vote stratégique. OK. D'un autre côté, il a les défauts de ses qualités. Parce que comme il ne regarde pas ce qui se passe sur les côtés, OK, il est super robuste par rapport à ce qui se passe sur les côtés, mais d'un autre côté, si tout le monde est d'accord sauf un, il risque de tomber dans le panneau, quoi. Donc c'est comme s'il y avait des sortes d'œillères comme ça. Voilà, mais comme tous les modes de scrutin, il a des qualités, il a des défauts, et c'est pas pour ça qu'il est mieux ou pire qu'un autre, tout dépend de la situation. Si vous êtes sûr qu'il y a des gens qui votent stratégique, il faut peut-être mieux un mode de scrutin à la médiane. Par rapport aux fonctions de profondeur dont tu as parlé, de nouveau, mais c'est pas possible. Par rapport aux fonctions de profondeur dont tu as parlé, est-ce que justement ça pourrait s'appliquer, de quelle manière tu pourrais le voir appliquer à un référendum populaire qui soit pas binaire avec des variantes à choix ? Est-ce que ça ouvre des nouveaux mondes ? Très pénible à conceptualiser là maintenant. Une vie de plus. Une vie de plus. Il faudrait que oui, qu'il y ait 2 issues possibles, par exemple. C'est ça ? À ce référendum, oui et non ? Non, plus ? J'aurais pas mal plus, ouais. Beaucoup plus. On aurait une sorte de... Et on note chacune de ces issues ? Je sais pas. Il faudrait se pencher sur la question. Là, comme ça. Combien de choix on met, combien d'options Ouais. Imagine qu'il y ait plus que... Mais à partir du moment où on note les issues possibles, ce mode de scrutin profond peut s'appliquer aussi à ce cas-là, il me semble. Pas que moi qui suis puni, qui dois parler dans le micro. Bonsoir. Je me dis, à vous écouter, que le problème, c'est peut-être pas forcément le problème du scrutin, mais plutôt les gens qui votent. Parce que quand on parle de démocratie, tout le monde vote. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, je prends un exemple, je fais une analogie avec les blockbusters. Les blockbusters, ils marchent, ça ramène de l'argent, parce qu'ils ont les moyens de se faire connaître par tous les médias, partout. Et donc, à un moment donné, si on demandait aux gens de voter pour aller voir un blockbuster ou un cinéma d'art et d'essai, ils n'iraient jamais, la majorité va... Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système qui dirait... Alors, évidemment, il y a
la majorité choisit, est-ce qu'elle est capable, sur quoi elle se base, elle choisit un candidat. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, on prend celui qui n'a pas beaucoup de voix, mais qui propose quelque chose de complètement différent, et on le laisse faire dans son coin, à un échelon local, enfin développer ce qu'il propose, comme on pourrait proposer dans un cinéma qui propose des blockbusters, de visionner quelques minutes de films d'art et essai pour habituer les gens qui ne savent pas ce que c'est à l'alternative. Ouais, bah c'est une bonne question. En fait, pour moi, ça ressemble un peu à une méta-question, c'est-à-dire la méta-question, c'est est-ce qu'on est pour la démocratie, en fait, d'une certaine. Non, mais comment dire ? C'est pas tellement d'être pour ou contre, on se rend compte que les résultats sont toujours les mêmes. Oui. Dans tous les pays. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, vous voyez bien, là, il y a des dictatures. Ensuite, les dictateurs, ils se cassent la figure. Il y a une vague un peu à gauche ou libertaire, et puis ça recommence, ça marche pas. Et en fait, c'est toujours comme ça. En France, on a eu Mitterrand, ça devait être formidable. On a eu Obama, ça devait être formidable. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit « Ah, on s'est débarrassé de Trump quand il y avait le Covid. » Ben oui, on a vu comment on s'en est débarrassé. Et en fait, on retombe toujours dans les mêmes... Il y a peut-être autre chose à trouver. Quoi ? Je ne sais pas, je suis pas... C'était Churchill qui disait « La démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. » Mais oui, c'est pas satisfaisant. Je suis bien d'accord avec L'idée, c'est de trouver autre chose, voilà, plutôt que d'analyser et d'essayer de trouver des systèmes de vote qui tournent en rond. Oui. On peut se poser le problème à différents niveaux. Oui, je l'ai pris à ce niveau-là. On pourrait même se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment des élections ? Je l'ai un peu dit au début, mais par exemple, c'était juste avant c'est même pendant la Révolution française, quoi. Ça a été un choix assumé que de dire on aime bien la démocratie, mais pas trop quand même. Nous, ce qu'on va préférer, c'est une démocratie représentative, et ça ne va pas être n'importe qui va se présenter. C'est les aristos, voilà. Ça marche comme ça. Bon, il faut se dire aussi qu'à l'époque, il y a 200 ans, on avait 90% des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Alors, est-ce que c'est vraiment raisonnable de promouvoir la démocratie que Montesquieu disait, la vraie démocratie, celle par tirage au sort, celle des Grecs ? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt une démocratie aristocratique comme ils ont choisi pour essayer de promouvoir une société plutôt basée sur la méritocratie ? Après, une fois de plus, c'est des choix de société. Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie-là, en explorer d'autres ? Mais ça, je ne suis pas sûr que les mathématiques puissent vraiment répondre à ce niveau-là de questions. Peut-être deux réactions. L'alternance que vous décrivez, elle est plutôt souhaitable. Le fait qu'il y ait des cycles, parfois c'est la gauche qui gagne, parfois c'est la droite, c'est en fait le signe même d'une démocratie. Si vous aviez toujours les mêmes au pouvoir, on pourrait s'inquiéter un peu, parce que ça voudrait dire qu'on a des préférences fixes au niveau de l'électorat, on a des résultats fixes au niveau de l'élection, et à ce moment-là, ce n'est pas vraiment la logique du système. Mais quelles seraient les autres possibilités que l'alternance ? La non-alternance ? Ouais. Ça évoluerait. Je pense que ça serait utile d'avoir des matières nouvelles comme ça. Oui, peut-être. Ma deuxième réaction, c'était par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que les gens, ou vous l'avez peut-être suggéré implicitement, que les gens votent parfois n'importe comment. Ça, je pense qu'il faut vraiment contrer cette idée-là. J'ai moi-même dit qu'il y a parfois des problèmes de compétences politiques. Alors ça, c'est indéniable, mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens votent n'importe comment ou de manière aléatoire. Ça veut dire que dans la plupart des cas, les votants et votantes cherchent des raccourcis d'information, ils cherchent à simplifier leur choix en fait. Ils cherchent des appuis, des choses simples qui leur permettent de faire un choix, d'imiter le choix de quelqu'une qui aurait lu toute la prose politique d'un parti ou de plusieurs partis et qui aurait vraiment fait un choix éclairé. Même si on ne fait pas ça, on peut très bien voter correctement et voter raisonnablement sans être un expert dans tous les domaines. D'ailleurs, personne ne peut prétendre être un expert de tous les domaines. Ça me fait penser à peut-être l'étude scientifique qui m'a fait le plus peur dans ma vie. Et je crois que c'était des Suisses qui l'avaient menée. Et ils avaient proposé à des enfants dans une école primaire, sauf si je me trompe, peut-être tu la connais, ils montraient des photos de personnes, ils disaient aux enfants, voilà, qui tu veux comme capitaine de bateau.
Bon, et puis les gamins, ils choisissaient. Et en fait, les photos, c'était pas n'importe quoi, c'était les candidats aux législatives d'avant en France. Et 70% du temps, les enfants, ils ont trouvé la bonne personne, celle qui avait été élue. Je vous laisse conclure. On disait aussi que peut-être le mode de scrutin choisi a une influence sur la façon dont les campagnes politiques sont menées, et donc la façon dont les candidats ou les partis se représentent. Est-ce que ça a été étudié de l'un ou l'autre des points de vue? Oui, c'est un point important. C'est vrai que il ne faut pas réduire l'acte du vote à un contact entre l'électeur et les candidats ou les partis qui se portent candidats. Bien sûr, ça c'est un enjeu fondamental, mais le vote ne se produit pas dans un vide politique. Il se produit dans un contexte très précis qui est marqué par une campagne électorale avec des règles institutionnelles. Et tout ce contexte politique, la campagne, les règles institutionnelles, le rôle des médias, la médiatisation de la politique, tout cela influence le comportement de vote, en effet. Là, pour l'instant, d'un point de vue mathématique, tu les envisages hors contexte, on est bien d'accord, il n'y a pas moyen de... Joker. Il nous reste quelques minutes avant de vous inviter à prendre l'apéritif et de continuer à leur poser des questions autour d'un verre. Mais il y a une question à laquelle il va falloir que tu répondes, et tu pourras essayer de l'aider. Comment être élu à tous les coups, Jean-Baptiste? Ah, mais oui, non, mais c'était une boutade. Mais en fait, c'était pour paraphraser un économiste de la fin du XXe siècle, Sahari, je crois, qui avait dit si vous arrivez avec plein d'informations sur votre électorat, moi, je me fais fort de trouver un mode de scrutin qui fera que vous serez élu à la fin. Et force est de constater qu'il y a plein de cas où, à préférence égale, on arrive sur des vainqueurs différents, des gens qui sont élus qui ne sont pas les mêmes. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que, bon, évidemment, c'est pour rigoler, mais il y a quand même un fond de vrai, quoi. C'est pas si anodin que ça, quoi. Mais ça suppose quand même de pouvoir adapter le mode de scrutin à chaque élection en fonction de tes chances. Et ça, c'est quand même assez c'est une information théorique. dont on ne dispose pas, heureusement. Il y a une proposition d'ailleurs pour toi, suite à cette discussion avec ton ministre de l'Éducation. Il y a dans les classes beaucoup d'occasions de décider et de voter hors les votes de délégués. Avec un peu de chance, elles ne sont pas toutes régies par des choses aussi sévères. Oui, et puis de façon analogue, on a beaucoup accès politique, mais évidemment, à partir du moment où on choisit et qu'on est plus que un, eh ben, tout ce que j'ai dit reste vrai et applicable en fait. À chaque fois qu'on a à choisir ensemble, eh bien, c'est les mêmes choses qui peuvent s'appliquer potentiellement entre nous. Pascal, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Dans ce cas-là, je vous remercie tous les deux beaucoup pour la conférence et pour la discussion qui a suivi. Et puis je vous invite toutes et tous à nous rejoindre juste devant pour un apéritif. Et je vous invite encore, si jamais vous le souhaitez, à vous abonner à l'ordinateur et éventuellement à nous donner un retour. Ah, normalement ça fonctionne, là, je te jure. sur l'exposé, afin que pour les prochains maths à partager, on puisse adapter le niveau et les thèmes de nos choix. Merci à toutes et tous et à tout de suite.